Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être avec nous encore une fois pour le talk de la Belle Radio et Télévision. Vous le savez, notre chaîne diffuse ses émissions à partir de Libreville, capitale du Gabon. Et bien aujourd'hui, cette émission a réussi à intercepter, on va le dire de cette façon, une personnalité, une grande personnalité africaine, et nous avons décidé ensemble de faire le talk de la Belle Radio et Télévision. Vous le savez que cette émission permet de présenter une personnalité dotée forcément d'un certain nombre de compétences, et ces compétences se retrouvent face à certaines problématiques. Eh bien, trêve de commentaires, nous avons aujourd'hui comme invité le professeur Mamadou Koulibaly. Bonsoir professeur. Bonsoir. Il faut dire que le professeur Mamadou Koulibaly est professeur agrégé en économie. Il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été ministre de l'économie et des finances. Aujourd'hui, il appartient à l'opposition en Côte d'Ivoire, mais il continue d'être, bien entendu, le professeur d'économie que nous avons toujours connu. Alors, avec M. Mamadou Koulibaly, nous allons parler de deux sujets principaux. Le premier, c'est le franc CFA et l'éco, et puis le second, c'est la situation politique en Côte d'Ivoire. Alors, professeur, on va attaquer. Alors, la différence entre l'éco et le CFA, aujourd'hui, il y a une sorte de confusion dans l'esprit des Africains. Quelle est cette différence, en dehors du nom? En dehors du nom, il faut savoir que l'éco, c'est la création de la CEDEAO qui depuis 2000, même un peu avant 95, 97, 2000, 2005, 2010, 15, la CEDEAO a décidé de créer une monnaie commune, une monnaie qui sera la monnaie unique dans ces pays-là, après la disparition de toutes les autres monnaies. Ce sera la seule monnaie, mais la CEDEAO a mis du temps parce qu'elle a fixé des critères de convergence, des critères qui permettent à chaque pays de gérer sa dette publique, son déficit public, son inflation, son commerce extérieur. Et puis ils se sont dit, quand tous les pays auront atteint un certain niveau, alors en ce moment, on va créer cette monnaie, on va l'appeler ECO, comme diminutif de ECOWAS, de CEDEAO en anglais, et puis elle va circuler dans tous les pays. Les gens pourront payer leur loyer dans cette monnaie, payer le taxi à Abuja, Dakar ou Niamey avec cette monnaie, et c'est ce projet qui est en cours. Au dernier sommet de la CEDEAO, il a été décidé de mettre en place un comité d'experts, de techniciens appartenant à tous les pays qui va étudier, et ce comité va étudier le traité de création de l'union monétaire de la CEDEAO. Ce comité va discuter de la rédaction du statut de la Banque centrale de la CEDEAO. Et ces deux instances, une fois que les textes seront prêts, les chefs d'État vont adopter, signer, et puis les peuples de différents pays vont les ratifier par référendum ou par les parlements, et à partir de ce moment, ça va rentrer en application. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Techniquement, cette monnaie qui va circuler dans les 15 pays n'aura pas de parité fixe avec aucune autre monnaie dans le monde. Donc ce sera comme une monnaie normale avec des fluctuations permanentes de son cours. Dont la force va dépendre de la qualité de l'économie. La qualité de sa gestion, la qualité des économies individuelles, pas leur richesse, pas leur fortune, mais la bonne gestion. Et puis cette monnaie ne sera arrimée à aucune autre monnaie dans le monde. Elle sera gérée comme une monnaie, un panier, la valeur des autres monnaies va permettre de définir. Alors c'est une innovation majeure pour les différents pays. Ça, c'est ce qui est l'éco. À côté de cet éco, il y a le franc CFA, ça c'est l'ancienne monnaie des pays francophones qui va disparaître, comme d'ailleurs le dalasi, le dollar, la léone, le cedi, le naira, tout va disparaître pour laisser l'éco. Mais ça cause énormément de problèmes que les techniciens vont avoir à traiter.
Et ce ne sont pas des problèmes simples. Il semble-t-il un autre écho dont on parle, l'écho annoncé par les présidents Macron et Ouattara. Macron de France et Ouattara de Côte d'Ivoire. Oui, il faut considérer cette annonce comme une erreur de casting. Il ne faut pas prendre cette annonce-là au sérieux. Cet écho-là a été mal présenté, ça a créé beaucoup de confusion, il faut l'oublier. Il faut plus l'oublier comme ça, ouais, alors il ne faut plus en parler. L'écho, c'est ce dont je viens de vous parler. Ce qu'ils ont voulu fabriquer, eux, c'est... Ne prenez pas ça directement comme ça, je ne vais pas en rajouter à la confusion. Mais ils ont juste voulu faire en sorte que le CFA disparaissant soit remplacé par ECO. Juste un changement de nom. Juste un changement de nom avec la même parité fixe avec l'euro, avec les mêmes réserves de change au Trésor, avec les mêmes banques centrales, et puis demander ensuite au Nigeria, au Ghana, à la Guinée, au Libéria, à la Sierra Leone de rentrer dans ce dispositif. Ce que bien sûr, et les populations et les officiels de ces pays-là ont refusé. Oui, il y a une opposition, mais est-ce que cet écho-là ne va pas naître tout de même au niveau de l'UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Non, elle ne peut pas naître en 2020, là, c'est pas possible. Mais ça a été quand même annoncé. Ça a été annoncé, mais il n'y a aucun document signé. Il n'y a aucun engagement formel. À Abidjan, il y a eu une mise en scène qui a vu le président du Conseil des ministres de l'UEMOA et le ministre des Finances français faire semblant de signer des documents, échanger... Faire semblant Faire semblant oui, je crois qu'ils ont fait... signer Non, ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont échangé les parapheurs, mais en pareil cas, on met à la disposition des populations le document signé. La presse qui était là n'en a pas eu écho. Le Conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est réuni quelques temps après n'a pas eu connaissance. Le sommet des chefs d'État qui s'est réuni après n'a pas eu connaissance. Même le Parlement français qui s'est réuni pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, a demandé au ministère des Finances en France s'il peut avoir la copie de ce document pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et la réponse du ministère français aux députés français, ça a été de dire que le texte n'est pas encore public. Donc il faut considérer qu'il n'y a rien de signé. Alors on est quand même assez surpris parce qu'on ne va pas dire que les présidents français Macron et ivoiriens Ouattara se sont amusés à annoncer cet écho-là. En politique, il y a des moments où il y a plus de spectacle que de réalité. Hein. C'est le show, c'est l'effet d'annonce. Je suis sûr que si ces messieurs avaient signé un document par respect et pour les peuples, et pour les ministres africains, et pour les députés français, et même pour l'opinion française ou africaine, on aurait vu le texte signé. Ils n'ont rien signé, ils ont juste fait semblant pour couvrir l'annonce faite, mais qui n'a pas de lendemain, quoi. C'était juste un show. Donc c'est sûr qu'il n'y aura rien par la suite. Il n'y aura pas un écho qui va naître à la place du franc CFA. Non. C'est vous qui le pensez ou le franc CFA va disparaître, sera remplacé par l'écho de la CEDEAO sur... pas l'écho annoncé par non, par l'écho de la CEDEAO sur lequel travaillent les techniciens avec sa banque centrale, son union monétaire. L'écho qui va être dans les pays du franc CFA, ce sera cet écho de la CEDEAO, pas l'écho dont on a parlé à Abidjan. Mais pourtant, le président français Emmanuel Macron a dit que cette décision, eh bien, il la prenait parce qu'il y avait la pression de la jeunesse africaine, de l'opinion africaine. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qui a été dit, que j'ai écouté, j'ai entendu la jeunesse africaine, donc c'est vrai, vous ne voulez plus du CFA, ok, on va abandonner le CFA. Ça, il faut le prendre au sérieux, le CFA sera abandonné parce que c'est la volonté des populations africaines. Et les chefs d'État africains, M. Ouattara, quelques temps avant, disait que c'était une très bonne monnaie, que
on devait tout faire pour la conserver et qu'ils ne comprenaient même pas ceux qui disaient qu'elle était une mauvaise monnaie, qu'ils parlaient de choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais depuis le jour où le président Macron a dit c'est vrai, cette monnaie n'est pas bonne, on va la remplacer. Il n'y a plus de pro-CFA en Afrique, c'est terminé, ils ont tous disparu. Ça, c'est vrai. Mais dire qu'il y a eu une signature qui va créer quelque chose pour remplacer le CFA dans les pays francophones qui s'appelle l'ECO et qui va faire venir les autres là-dedans, ça, c'est du bluff. Il se trouve aussi que par le passé, eh bien, vous avez dénoncé la pratique, la persistance de l'existence du franc CFA. Qu'est-ce qu'il y a contre le franc CFA? Pourquoi pensez-vous que le franc CFA, finalement, c'est une mauvaise monnaie pour les Africains, pour résumer, quand vous mettez dans une union monétaire des pays qui ont des niveaux de productivité, de technicité, de capacité productive différents, et puis que vous les mettez en parité fixe, un taux de change qui change jamais, sauf le jour où vous décidez politiquement de dévaluer ou de réévaluer. Comme en 1994 après 40 ans, après 30 ans, après... Chaque fois que l'on fait ça, techniquement, là je parle en tant que technique, la richesse est pompée des pays les moins productifs pour aller vers les plus productifs. Et regardez l'Union européenne. On a mis ensemble l'Allemagne qui est très productif, très avancé techniquement, avec une main-d'œuvre bien qualifiée, qui vend dans le monde entier des produits haut de gamme. Et puis des pays comme la Grèce et les pays de la Méditerranée, du sud de l'Europe, avec l'euro qui les met en parité fixe. Le résultat, c'est que l'Allemagne reçoit les investisseurs, les capitaux, et puis les autres se retrouvent endettés. Et ceux qui sont endettés doivent à l'Allemagne mais ne peuvent pas payer. L'Allemagne qui a supporté les a aidés mais ne peut pas rentrer dans ses fonds. Et la crise de l'euro est là. Et nous sommes dans ce type de situation. On a mis tous les pays pauvres d'Afrique francophone là ensemble. Et puis on a mis une parité fixe avec les pays développés d'Europe. Ce qui arrive à la Grèce et à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, qui eux sont quand même développés par rapport à nous, nous arrive aussi, mais avec une puissance multiple. Et toutes les richesses vont là-bas. Ça, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressant pour un investisseur de venir investir dans les pays africains du CFA et puis espérer avoir un marché là-bas. Lorsque vous achetez des produits finis de ces pays pour venir dans le pays francophone, vous payez plus cher par rapport au prix international. Il y a des surcoûts systématiques qui s'ajoutent. Lorsque vous vendez vos produits fabriqués au reste du monde à partir des pays francophones d'Afrique, vous vendez moins cher, sinon vous n'êtes pas compétitif. Alors voilà le piège. Du coup, on ne peut pas créer d'emplois, les investisseurs ne s'installent pas. On a du cacao, du fer, de l'acier, mais personne n'est intéressé à venir s'installer, à les transformer ici et puis vendre le produit. La matière première on prend juste la matière première, bon prix, on sort avec bon prix et puis on transforme là-bas et on renvoie le produit fini plus cher dans des pays plus pauvres. C'est ça qui brise l'élan de ces pays. C'est pour ça que il faut arrêter. De quoi on parlait de stabilité du franc CFA? Oui, ils veulent dire que, on le dit la plupart du temps pour l'inflation, on dit les prix sont stables. Bon, ça signifie que si vous êtes salarié dans les pays africains du CFA, vous n'avez pas besoin de demander d'augmentation de salaire parce que chez vous, il n'y a pas d'inflation. Les prix ne bougent pas sur l'année. Pourtant, ça bouge. Alors qu'en réalité, ça bouge. Le coût de la vie augmente. Ouais. Mais comme il y a un biais psychologique, statistique, qui a fait croire aux gens que
quand on calcule le taux d'inflation avec un panier de la ménagère bien choisi, dans lequel il n'y a que des prix administrés, les prix fixés par les administrations qui ne changent pas, bon, on se dit que les prix ne changent pas. Vous prenez le taxi dans nos pays, les gouvernements fixent la course de taxi en fonction d'un compteur. Prenez Abidjan, de l'aéroport jusqu'à l'université, on se dit il y a 10 km et puis le kilométrage sur le compteur doit être calibré de telle façon que vous devez payer 3 000 francs. Ça, c'est le prix officiel. Mais vous savez très bien qu'en débarquant à Abidjan, vous prenez votre taxi, vous discutez avec le chauffeur. Mon frère, je paye combien? On oublie le compteur. Ouais. Il n'y a pas de compteur, même là-dedans. Je paye combien? Lui, vous regarde comment vous êtes d'abord habillé, et puis il vous dit 8 000. Vous dites, ah non, c'est trop cher, 3 000. Vous dites, ah non, non, 7 000. Vous dites, non, 4 000. Il dit, bon, patron, il faut payer 5 000. Il dit, bon, alors allons-y pour 5 000. Mais les 5 000 là ne sont pas enregistrés comme prix de la course. On enregistre les 3 000 officiels et quand on calcule le taux d'inflation, on prend les 3 000 alors que vous payez 5 000. C'est pareil pour tous les prix administrés. Et le jour où le gouvernement décide de changer ces prix, d'augmenter les frais de scolarité, le prix de l'électricité, le prix de l'eau, les indices changent. On dit que c'est stable, mais c'est faux. En Europe, on calcule, prenons le cas de la France, puisque c'est notre partenaire dans le CFA, quand l'INSEE en France calcule le taux d'inflation, on prend une pléiade, plus de 100 000 produits sur tous les marchés français. Et on constitue un panier de la ménagère sur cette base. Dans nos pays, on prend quelques produits sur un marché par capitale. Maintenant, depuis 2 ans, ils ont décidé de diversifier un peu, mais ils ne sont pas allés au-delà d'un marché. En Côte d'Ivoire, c'est soit le marché d'Adjamé, soit le marché de Treichville. À Dakar, c'est Sandaga. Et puis, les prix administrés sont dedans. On calcule, on dit que c'est du bluff. Les prix sont peut-être rigides, mais le coût de la vie, lui, n'attend pas, ne fait qu'augmenter. Alors, pourquoi, dans ces conditions, cette monnaie en griffe a sévi pendant autant de temps? Mais parce que le CFA, en réalité, n'est pas une monnaie, c'est un traité. C'est un traité de coopération monétaire entre la France et ses partenaires africains. Et tant que le traité n'est pas dénoncé, bon... Et jusqu'à présent, il n'est pas vraiment dénoncé? Non, il n'est pas encore dénoncé. Ils ont annoncé qu'ils vont évoluer. Mais on attend de voir si les Africains vont juste changer de nom et puis continuer avec leur histoire ancienne, ou s'ils vont s'investir pour créer l'écho autour du Nigeria, et puis venir même voir les pays d'Afrique centrale. Parce que dès que vous êtes du Sénégal au Nigeria, on va avoir l'écho. Mais une fois au Nigeria, vous avez le Cameroun à 2 pas. Vous avez la Guinée équatoriale et puis le Gabon et le reste. Bon, pourquoi? Justement, c'est la deuxième zone CFA. Oui, il faut donc rattacher l'écho à l'Afrique centrale. Au lieu, l'équipe technique qui a été mise en place, j'aurais été chef d'État, moi, j'aurais dit à cette équipe technique, allez voir nos partenaires d'Afrique centrale. Dites-leur que vous êtes en train de travailler sur l'écho jusqu'au Nigeria, mais du Nigeria, il y a le Cameroun, il y a la même influence, et puis que toute l'Afrique CFA se mette ensemble, élabore la zone monétaire de cet écho qui sera alors valable de Dakar jusqu'à Libreville, au Congo-Brazzaville. Et puis bon, on aura cette monnaie unique. Mais est-ce qu'il est tard? Non, il n'est pas tard. Les techniciens sont en train de travailler là-dessus maintenant. Et les pays d'Afrique centrale pourraient faire aussi la démarche, puisque les chefs d'État se sont réunis il n'y a pas très longtemps pour demander à leur banque centrale, à leur ministère des Finances, à leurs équipes techniques, de faire des propositions sur les futurs possibles du CFA. Mais c'est l'occasion que les techniciens d'Afrique centrale francophone CFA et ceux d'Afrique de l'Ouest francophone CFA se rencontrent et puis fassent une proposition pour dire, bon, si on met le CFA à côté, on fait l'écho, mais ce sera un écho valable pour tous les anciens CFA, plus
les non-CFA d'Afrique de l'Ouest et éventuellement les non-CFA de la CEAC. Et c'est l'occasion aussi pour nous de chercher à comprendre pourquoi les deux CFA, le CFA d'Afrique centrale et le CFA d'Afrique occidentale, pourquoi ces deux CFA sont différents alors que dans l'esprit de tout le monde, eh bien, c'est la même valeur. Mais parce que personne ne respecte les traités. Dans l'esprit, c'est la même chose, dans les traités, c'est la même chose, mais comme depuis longtemps déjà. Ils auraient pu instaurer un seul CFA. Un seul CFA, mais depuis 1992, il a été décidé à Paris de ne plus respecter les traités. C'était le Premier ministre Balladur qui a décidé un jour qu'il ne comprenait pas que les Africains utilisent le CFA pour aller faire des achats à Dubaï, à Hong Kong, à Singapour, pour y laisser des CFA qui se retrouvaient à l'époque à Londres. Et puis, les banquiers de Londres s'adressaient à la Banque de France, qui s'adressait au Trésor français pour dire « Vos Africains du CFA là, sont allés faire des achats en Asie. Et puis, voilà ce qu'ils ont laissé là-bas comme monnaie. Vous nous remboursez ça en devise. » L'engagement statutaire dans les traités, c'était que la France, en ce moment-là, donne à ses banquiers londoniens du pound, du dollar ou autre devise. Et Balladur a dit qu'il ne comprenait pas que la France puisse donner sa garantie à une monnaie avec un découvert illimité et une garantie de convertibilité partout dans le monde si ce monde-là se limite à aller acheter les marchandises chez les concurrents de la France. Et que la garantie n'était pas donnée dans ce sens-là, c'était donné pour que le commerce entre la France et l'Afrique soit facilité. Si c'est pour aller jeter vos CFA ailleurs et acheter les produits de nos concurrents, alors nous, on ne garantit plus. Il a décidé de façon unilatérale d'arrêter. On n'a pas changé pour autant les traités. Dans les traités, c'est toujours écrit qu'il y a la convertibilité illimitée, il y a le découvert illimité, il y a la garantie, etc. Mais dans la pratique, rien. Et à partir de ce jour, ceux d'Afrique centrale se sont dit, bon, dans ces conditions, nos CFA qui vont aussi à l'ouest là-bas, bon, il va falloir qu'on sépare les comptes d'opération. Ceux de l'ouest aussi disent, bon, dans ces cas, on va séparer. Et puis, bon, tout le monde est resté séparé dans la pratique, sans qu'on échange les textes. Depuis 1992, le franc CFA, on est dans l'illégalité complète. On a parlé de l'ECO de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, vous avez dit qu'une monnaie commune met en difficulté les pays les plus faibles. Est-ce que cette règle-là ne va pas se vérifier si on met l'ECO en place, étant donné qu'il y a une disparité des économies au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Le Nigeria, c'est pas la Gambie, le Nigeria, c'est pas le Gabon. Et donc, si on les met ensemble et qu'on fixe une parité entre la monnaie gambienne et l'ECO, la monnaie nigériane, le Naira et l'ECO, dans le nouveau ECO, si on fait pareil, on va copier exactement ce que les Européens ont fait. Et on va avoir les mêmes difficultés que les Européens sans la possibilité de pouvoir nous en sortir. D'ailleurs, eux ont du mal à s'en sortir entre les programmes d'ajustement structurel imposés. C'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne n'y est pas entrée. Au départ, n'y est pas entrée et maintenant même sort, et puis d'autres d'ailleurs ont envie de sortir aussi. Ouais. Nous allons rencontrer la même difficulté. Il va se présenter à nous cette possibilité. Soit on fait comme les Européens, mais en sachant très bien que les plus productifs vont attirer les investissements et les moins productifs vont rester derrière. Et ça, ce serait la catastrophe pour les plus faibles, alors que ça doit être une zone de solidarité. Si on ne fait pas ce choix, on est obligé de faire comme les Américains. Au lieu de l'option Union européenne, on fait l'option dollar. Tous les pays ont l'ECO, mais tous les pays ont le même niveau de déficit. Ça veut dire qu'il n'y a pas 20 ou 30 gouvernements. Il y a un gouvernement, un seul. C'est vrai que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Centrafrique, chacun aura son gouvernement, son président, mais ces différents présidents ne seront que comme les gouverneurs des États américains. Et puis au-dessus, il y aura un gouvernement fédéral avec un budget fédéral dont le déficit va déterminer la valeur de l'ECO.
Et ce gouvernement fédéral va avoir son Parlement fédéral. Et là, on est dans l'Union des États africains. On a parlé très peu de cet aspect des choses. Oui, mais parce que c'est une des options que les techniciens doivent présenter au chef d'État. Et dans cette option-là, alors on pourra utiliser l'éco dans ces zones comme on utilise le dollar en Californie, en Virginie et autres. La Californie, qui est un grand pays, n'écrase pas pour autant le Maine ou je sais pas, la Floride. Tout le monde est là, on circule librement, on a un gouvernement fédéral qui sera élu, un déficit fédéral, une monnaie fédérale, une banque centrale fédérale, une union, et ça c'est l'idéal. Si au lieu de choisir la version Union européenne, on choisissait la version américaine, ce serait bien. Si on ne peut pas choisir la version américaine parce que chacun veut être président chez soi, chacun veut avoir ses frontières héritées de la période coloniale, sa nationalité propre, sa petite souveraineté limitée, si on le fait, alors autant créer chacun sa monnaie. Chacun a sa monnaie, les parités sont flexibles entre les monnaies, on a des places financières, comme actuellement le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud dans leur monnaie. Chaque pays a sa monnaie. Chaque pays a sa monnaie. Et pourtant, il est question d'avancer vers la ZLECA, la zone de libre-échange économique continentale. Ça peut se faire avec plusieurs monnaies, mais il faudrait alors un marché financier ou des marchés financiers avec des professionnels de change de monnaie et puis des gouvernements sérieux. On n'est pas obligé d'avoir dans la ZLECA une monnaie. Et pourtant, on parle de plus en plus d'une monnaie aussi commune, unique. Là-bas, mais ça suppose alors ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Là, on circule avec une marchandise du Cap jusqu'à Alger. On est dans le même pays, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de contrôle de route, de policiers, de passeport. Vous circulez comme les Américains circulent. Dans quelles conditions on peut atteindre cette situation? Si on veut revenir à l'Afrique des ancêtres, qui s'émancipe des frontières héritées de la période coloniale, c'est l'option Afrique. C'est un peu ce que les Kwame Nkrumah ont proposé. Les colons nous ont divisés, nous ont donné des nationalités, des langues, des noms, des religions même. Et puis aujourd'hui que nous sommes indépendants, matures, on décide de reprendre nos libertés, on se réunifie, les frontières sont là, la Côte d'Ivoire sera Côte d'Ivoire, mais ce ne sera plus une Côte d'Ivoire barrière pour les Ghanéens, le Ghana sera plus une barrière pour les Togolais, ce ne sera que des noms comme il y a la Floride, le Texas, le Nevada, la Californie, etc. Et quel est votre pronostic? Moi, vous pensez que dans la réalité des choses, l'Afrique va aller dans quel sens? Je pense que cette option est possible. Si nos chefs d'État sont sincères, qu'ils veulent vraiment l'intégration africaine, que le changement de nom, d'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine est sincère, que l'intégration des peuples doit prendre le pas sur l'intégration des États, s'ils sont sincères, la formule États-Unis est la meilleure. S'ils ne sont pas sincères, alors que chacun crée sa monnaie, qu'on fasse des places financières et puis qu'on signe des accords maintenant de coopération les uns avec les autres et puis qu'on essaie de les respecter dans le bilatéralisme ou le multilatéralisme, mais c'est plus... Merci beaucoup, professeur. Nous avons bouclé la première partie de notre émission consacrée au franc CFA, à l'éco, en tout cas à l'économie. Et maintenant, je souhaiterais que nous parlions de la situation de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a annoncé qu'il ne serait plus candidat. Il a été applaudi. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Alors qu'il n'y a rien de plus ordinaire, c'est parce que nous l'avons dénoncé, ces velléités de traficoter dans les élections pour se maintenir au pouvoir, qu'il a trouvé cette astuce. Nous sommes à 7-8 mois des élections, mais que
Le gouvernement qui devrait créer les conditions de la réussite de ces élections n'a pas l'air de se préparer sérieusement. Pourtant, le gouvernement dit il n'y a pas à s'alarmer, on ira aux élections et on ira dans des conditions normales et apaisées. Oui, le gouvernement est dans son rôle comme ça de bluff des populations, alors qu'en réalité, il ne fait que détourner l'attention des gens pour pouvoir organiser une vraie tricherie politique. Figurez-vous que pour aller aux élections, il faut une commission électorale. Le gouvernement a imposé une commission électorale sans que les populations africaines, ivoiriennes, l'opposition ivoirienne, les politiques ivoiriens se soient mis d'accord sur la commission. On va dire quand même que cette commission électorale a été validée par la Cour africaine de justice et des droits des peuples. La Cour africaine a dit que cette commission répondait à ses préoccupations sur l'équilibre là-dedans. Mais elle n'est pas inclusive. Et elle n'est pas indépendante, chose sur laquelle la Cour n'a pas siégé. Si on parle d'indépendance, il n'y a pas de raison que les politiciens qui sont des joueurs soient assis dans la commission électorale en tant qu'arbitre. Ce n'est pas... L'opposition est quand même présente dans cette commission électorale. Non, moi je ne pense pas. Si, il y a des éléments de l'opposition dans cette commission électorale. Oui, bon, à supposer même qu'il y ait des opposants, ça ne fait pas de la commission une commission indépendante. L'indépendance, c'est l'indépendance fonctionnelle, organisationnelle. Si M. Intel est candidat, il ne peut pas être assis à la commission électorale. Si son parti est candidat, il n'a pas à être arbitre. La commission électorale indépendante dit que vous choisissez des gens qui ne sont pas candidats, qui ne font même pas de politique, qui, eux, au nom du peuple, sont les arbitres pour voir qui va diriger l'État. Ce qu'on a là, il y a des politiciens là-dedans, des gens du gouvernement, des gens, comme vous dites, de l'opposition qui sont assis autour de la table. Il n'y a plus d'indépendance là. En l'état actuel des choses en Côte d'Ivoire, est-il possible de trouver quelqu'un d'indépendant? Oui, il y en a. C'est des gens qui n'ont pas de carte de parti politique, qui ne sont pas dirigeants de partis politiques, et puis qu'on choisit. Même si on sait par ailleurs que leur cœur se trouve de tel côté ou de tel autre, on les choisit parce qu'ils ne sont pas politiciens. Deuxièmement, on leur donne la liberté de décider en tant que commission électorale. Et le président de la République n'a pas à prendre des décrets pour valider leurs décisions, n'a pas à nommer dans leur structure la hiérarchie des hommes. On désigne et puis eux s'installent et s'organisent. On n'a pas cette indépendance financière non plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'après 2011, l'Union européenne, les Nations unies, tous les observateurs qui étaient là ont déposé des rapports pour dire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que la commission électorale n'est pas indépendante du tout, elle est inféodée aux partis politiques, c'est ce qui a conduit à la crise. Mais depuis que M. Ouattara est là, l'Union européenne n'a pris aucune disposition pour faire obliger M. Ouattara à changer ce texte-là. Est-ce que c'est son rôle, l'Union européenne? Puisqu'elle a envoyé des observateurs, on ne prend pas l'argent des contribuables européens. On peut suggérer, on peut faire des propositions, mais... On ne prend pas l'argent des contribuables européens pour venir observer des élections en Afrique, faire des recommandations et puis ne pas être capable de... Quand l'Union européenne veut quelque chose en Afrique, quand elle ne veut pas que les jeunes Africains court migrer chez elle, elle prend des dispositions, des recommandations et voit le gouvernement faire pression pour que ça s'arrête. Quand elle ne veut pas qu'il y ait des crimes par-ci, quand elle ne veut pas... Elle prend des dispositions. Mais dans le cas de M. Ouattara, depuis 2011 que Ouattara est là, ce que l'Union européenne même a critiqué, silence radio. Mais on ne lui en veut pas, c'est que nous avons soulevé... Alors qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que M. Ouattara est dans les bonnes grâces de l'Union européenne. Lui, il peut tout faire. Et pourtant, il y a quelques mois, il y avait un rapport de l'Union européenne qui... Celui qui a produit ce rapport a été chassé d'Abidjan, il est parti, et puis on a... Un rapport qui n'a pas fait le cadeau au pouvoir en place. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé.
Alors donc, moi, je n'en veux pas à l'Union. Je ne dis pas à l'Union européenne de faire le travail à notre place. Je dis que depuis 2011, nous n'avons pas arrêté de signaler le manque d'indépendance. Le code électoral n'est pas bon, la liste électorale n'est pas faite, on n'a pas l'égal accès aux médias de service public. Et tout ça, on l'a signalé, mais Ouattara s'en contrefiche et puis personne ne lui fait de remontrances. Les bailleurs de fonds lui donnent de l'argent, lui donnent des médailles pour la bonne gouvernance, mais se rendent compte que le monsieur, il ne fait pas la bonne gouvernance au sens éthique du terme, mais bon, on lui donne quand même les satisfecits. Est-ce que ce n'est pas vous de l'opposition qui souhaitez que les choses se fassent comme vous voulez? Non, nous souhaitons que les choses se passent comme... Mais, Monsieur Aboké, quand on va aux élections, on a une liste électorale connue. Aujourd'hui, on n'a pas de liste électorale connue. L'enrôlement... On demande à la population de se faire enrôler. Mais les cartes d'identité ont commencé avant-hier là. Et on met quelques centres de confection de cartes d'identité dans les chefs-lieux de région ou de département. Donc tous les gens de la région de Korogo doivent aller à la sous-préfecture de Korogo. Tous les gens de la région de Mans doivent aller à la sous-préfecture de Mans. C'est pareil pour Agoville, Daoukro, Odiéné. Est-ce que vous pensez qu'on pourra faire les cartes d'identité pour les 12 millions de votants potentiels à temps pour faire les élections? Non. Nous, opposition, on ne dit pas que les choses doivent se faire comme on veut, mais on dit que les choses doivent se faire de telle façon que tous ceux qui ont le droit de voter puissent avoir leur carte d'identité, être sur la liste électorale, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. On dit que pour aller à des élections, ce serait bien qu'on se mette d'accord sur le système de dépouillement du vote. Au lieu de compter et recompter. Tout le code électoral. Tout le code électoral. Non, monsieur. Vous ne l'avez pas signé? Moi, je l'ai signalé à plusieurs reprises et puis je me suis rendu compte. J'ai participé au dialogue avec Aoussou Jano en 11-12 avec Duncan. Et puis je me suis rendu compte que chaque fois que vous discutez avec eux, les premiers ministres sont d'accord, ils se disent oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Aoussou Jano nous a même dit ça, là, moi je vais présenter au président, s'il n'est pas d'accord, je vais démissionner. On lui a dit à Bassam, non, ne démissionnez pas s'il vous plaît, présentez quand même. Mais Ouattara a mis ça dans la poubelle, il n'en a pas fait plus. Et alors on se retrouve avec un code électoral qui ne tient pas compte de l'indépendance de la commission. On se retrouve avec le système de décompte des voix. Quand vous finissez dans le bureau de vote, on compte. Et puis après, on va compter dans la CEI locale. Après, on va compter à la CEI centrale. Et puis à la CEI nationale pour proclamer les résultats. À chaque décompte, les résultats changent et varient. Ce que nous avons souhaité, c'est que quand on a fini dans un bureau, on compte une seule fois, on ferme les bulletins dans l'urne, on ne recompte plus. Le reste, c'est des calculs arithmétiques, c'est des sommes qu'on fait. Et puis c'est fini, on proclame les résultats dans le bureau de vote. Ils ne veulent pas de ça. Alors il y a des choses simples qui ne sont pas encore réalisées et on veut tout faire dans les 9 mois là, ça m'étonnerait. Il reste que, oui, à peine 8-9 mois. Ouais. Quelqu'un qui veut que les élections soient transparentes, crédibles, inclusives, ouvertes, ne se comporterait pas comme ça. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Vous êtes quand même candidat? Oui, moi je suis candidat et aujourd'hui, je lance un appel à tous les Ivoiriens. Vous avez 18 ans et plus, même 16 ans et plus, allez faire votre carte d'identité. Allez dans les sous-préfectures. Si vous êtes nombreux, le gouvernement comprendra que vous êtes intéressés. Alors vous allez établir votre carte d'identité qui va vous donner le droit de vous inscrire sur la liste électorale et puis bon, on va changer les choses. Ça ne sert à rien de pleurnicher, il n'y a pas d'école, les gens c'est des voleurs, ils sont violents, on met les gens en prison, il n'y a pas de liberté de ceci. Vous ne pouvez pas faire de grève générale dans le pays, vous avez peur. Les enseignants l'ont fait quand même. Oui. Les syndicats... C'est de petits groupes et puis c'est pas politique. Eux, c'est catégoriel. C'est pour leurs conditions de travail. Ce dont je parle, c'est pour des revendications de liberté, pour dire on veut nos pièces d'identité, on veut la liste électorale, on veut une commission électorale indépendante. Tous ceux qui veulent être candidats doivent avoir un égal accès aux médias de service public. Et puis, le décompte des résultats doit se faire selon un certain format.
Vous avez peur de faire ça, vous ne pouvez pas faire de guerre. Bon, alors l'occasion, la seule qui nous reste, c'est d'aller nous inscrire sur la liste électorale. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter aux gens. Allez vous faire enrôler. Alors, de plus en plus, on dit que la situation en Côte d'Ivoire se crispe. Au fur et à mesure qu'on avance vers le mois d'octobre 2020, bon, certains observateurs disent que la situation se crispe. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas dans l'esprit des gens que ça se passe, dans la mesure où, en plus, le gouvernement dit que les choses se passent normalement? Ça se crispe parce que, je vais vous donner quelques signaux. Le premier, c'est qu'il y a un des agents majeurs de la vie politique de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, qui a été accusé de tous les crimes, qui a été arrêté, déporté, jugé à La Haye devant la Cour pénale internationale, qui a été acquitté. Le gouvernement ivoirien écrit à la Cour pour dire, bon, si vous l'acquittez là, ne le renvoyez pas chez nous ici, on ne veut pas de lui. Pourquoi ? C'est pas légal, ça ne correspond à rien du tout. Et malheureusement, il revient quand même à la Cour de décider. Mais malheureusement, la Cour apparemment a décidé, puisque Gbagbo est resté bloqué à Bruxelles. Jusqu'à ce qu'il demande lui aussi à la Cour pour dire, bon, vous m'avez acquitté. Bon, maintenant, là, je vais rentrer au pays, on dit quoi? Et la Cour dit, bon, on va étudier la question et puis revenir. Ça, c'est le premier élément de crispation. Que le gouvernement écrivent pour dire on ne veut pas de tels citoyens ici, c'est anticonstitutionnel, nul ne peut être condamné à l'exil. Deuxième élément de crispation, les partenaires qui étaient avec Ouattara au moment où il accédait au pouvoir. Je veux parler du président Bédié, je veux parler du président Soro qui était à l'Assemblée nationale. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés, mais ils ne se sont pas séparés en douce, ils se sont séparés violemment. Bédié a vu certains de ses partenaires arrêtés, jetés en prison pour des éléments dont les preuves ne sont pas arrivées à convaincre tout le monde. Je ne parle même pas des partisans de Bédié, je parle de l'opinion en générale. Mangwa est en prison, Akosi Benjo est dehors là-bas, en exil. Ça crispe. Soro Guillaume, qui était un des partenaires, est quasiment interdit de revenir en Côte d'Ivoire. Ses partenaires députés sont jetés en prison sans qu'on ne respecte les procédures normalement. Ça crispe. Et puis l'opposition se dit, nous allons quand même faire des meetings pour informer nos militants, pour parler. Le gouvernement interdit. Les évêques disent nous allons marcher pour prier pour que la paix revienne. Le gouvernement interdit. Les différents prétextes d'interdiction sont tels que il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. C'est toujours ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ça signifie que nous sommes dans le feu. Et il ne faut pas mettre de l'huile. Ma conseillère exécutive Nathalie, après son discours à Sochi, arrive, on trouve le même prétexte fallacieux, expulsé de Côte d'Ivoire, sans documents, Je veux dire que tout est fait pour crisper la situation. Ce n'est pas la faute de l'opposition, parce que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, il faut quand même remarquer que nous, opposants, on n'a monté aucune rébellion contre lui. On n'a fait aucune tentative de coup d'État contre lui. On a ouvert le dialogue. Il ne vient même pas aux réunions. On discute avec le Premier ministre et les autres. C'est qu'il a eu affaire à une opposition très très pacifique. Et il s'en contrefiche. Mais lui, quand il était dans l'opposition, il a fait une rébellion. Il a fait des tentatives de coup d'État. Il n'a jamais assumé cette rébellion. Il discutait directement avec Gbagbo. Il n'a jamais assumé cette rébellion. Oui, bon, c'est quand on vient du FMI et puis qu'on est en costume cravate, on ne peut pas assumer ce type de rébellion. Mais bon, seuls les naïfs vont dire apportez-nous les preuves. Non, il faut pas. Moi, je retiens. Mais est-ce que quelque part, c'est pas que l'opposition n'est pas suffisamment forte, n'est pas suffisamment constituée, organisée? Non, parce que la question. Elle est très éparpillée. La question ne se pose pas à l'opposition en réalité. La question se pose au peuple de Côte d'Ivoire. Les droits qui sont violés, les libertés qui sont violées interpellent plutôt le peuple que l'opposition.
Que vous preniez la carte d'identité, la liste électorale, la commission électorale, les médias, les violations des droits des députés, les mises en prison des gens, l'expulsion, ce sont les libertés du peuple. Les opposants sont trop petits, trop non, mais faibles. l'opposition aussi a quand même un rôle à jouer. L'opposition joue son rôle. Un rôle comment on va dire ça, de contrepoids. Et on entend très peu l'opposition. Ah si, l'opposition s'exprime assez durement, avec véhémence là-dessus. Sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'on n'a pas accès aux médias d'État, aux médias de service public qui sont devenus les médias d'État. Mais aucune possibilité de contraindre justement l'État. Mais chaque fois que... Mais là aussi, c'est ça aussi le rôle de l'opposition. C'est le gros souci des contraindre l'État à prendre le bon chemin. Les gens ont peur. Ils ont peur. Ouattara est violent, il va nous mettre en prison, il va nous tuer. Bon, moi, j'ai fait le tour des oppositions. C'est pas trop facile comme argumentation. C'est vraiment très facile comme argumentation, mais c'est ça la réalité. J'ai fait le tour, j'ai parlé à tout le monde, je les ai incités. On peut, on doit, c'est notre droit. Mais... Donc vous êtes d'accord avec moi, une opposition pas suffisamment vigoureuse. Ça c'est vrai. Pas suffisamment organisée, pas suffisamment tonique et apparemment tous les opposants rêvent de devenir président de la République mais sans se préoccuper pour le moment des conditions d'organisation des élections qui vont faire d'eux des présidents de la République. Ma posture à moi c'est de leur dire peu importe qui sera le président de la République. Au commencement, avant tout, mettons-nous d'accord sur les conditions et alors montons la pression sur Ouattara pour avoir ces conditions. Mais j'avoue que ce n'est pas évident de mettre tout le monde d'accord sur cette option-là. Alors il se trouve quand même que le consensus n'est pas fait au niveau de l'opposition. Et vous souhaitez qu'il se fasse au niveau de l'ensemble de la classe politique, c'est-à-dire opposition et pouvoir. Oui, bon, si on se parle, on peut y arriver. Au départ, le désir de démocratie, le désir de succès, de développement même, commence par l'échange et les politiques doivent se parler. Alors qu'est-ce qui empêche ce consensus ? Consensus au niveau de l'opposition, consensus au niveau de l'ensemble de la classe politique pour aller à une élection qui ne ferait pas peur. Les discussions sont en cours. En fait, l'opposition s'est réveillée assez tardivement. Ce qu'on appelle opposition aujourd'hui, c'est l'ancienne opposition déjà de 2011, 12, 13, 15, 16, 17, à laquelle s'ajoutent maintenant des franges nouvelles venues de chez Ouattara. Et il y a toute l'adaptation qu'il faut faire avec ces différents groupes, nous remettre d'accord sur les principes à défendre, sur les objectifs à rechercher. On est un peu pris de court, mais c'est pas perdu. Qu'est-ce que vous reprochez à Ouattara? Il est crédité d'une bonne gestion économique. Abidjan a changé, dit-on. Vous venez de dire que l'Union européenne a sorti un rapport pas très longtemps pour dire que sa gestion économique était lamentable. Le crédit dont vous parlez, c'est juste la communication, la publicité. Le régime est corrompu. Les projets qui sont réalisés au autre point et autres sont surfacturés. Les libertés sont confisquées. Les budgets de l'État sont détournés à des fins personnelles. Tout ça est établi. J'ai envie de revenir sur une vieille histoire, les accords de Marcoussis. Vous avez claqué la porte, vous étiez présent là-bas, vous étiez dans le pouvoir à l'époque, c'était en 2003, janvier-février 2003. Vous avez claqué la porte, pourquoi? Parce que j'avais découvert Pierre Mazeaud, magistrat français, assisté de Kéba Mbaye et puis d'autres personnes en train de fomenter un coup d'État contre le régime ivoirien. C'est-à-dire prendre la constitution ivoirienne, la mettre de côté, utiliser des règles ad hoc de fonctionnement de l'État avec l'espoir que si un jour la situation devenait normale, ces règles ad hoc allaient être constitutionnalisées. Le résultat, c'est qu'on a mis la constitution ivoirienne de côté, on a fonctionné dans des règles
Mais est-ce qu'il ne fallait pas rester pour affronter justement le président Mais je l'ai affronté, je n'étais pas chef de délégation. Quand vous allez à des négociations, que vous discutez et que vous voyez qu'il n'y a pas de discussion, mais en réalité la partie forte impose sa volonté, bon, que vous soyez là ou pas, c'est ce qui sera fait, il n'y a pas de raison d'y être. Et puis moi j'étais le seul à partir, je n'étais ni chef de délégation, je n'étais ni demandeur d'aller à Marcoussis. Pour moi, la crise ayant été déclarée, les négociations que le président Gbagbo avait ouvertes à Lomé suffisaient largement. On était arrivé à un accord, moi ça me suffisait. Que de Villepin et Chirac exigent que l'on aille à Paris pour la suite, bon, ça dépendait des chefs d'État. Je n'étais ni chef d'État, ni chef de parti, je n'étais que simple membre d'une délégation. On va sortir de la Côte d'Ivoire, mais rester en Afrique. Vous avez été invité par la Russie au premier sommet Russie-Afrique qui a eu lieu il y a quelques mois. Comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi, à la suite de cela, votre collaboratrice Nathalie Yamb a été expulsée de Côte d'Ivoire? C'était le premier sommet Russie-Afrique. J'ai reçu une invitation comme personne ressource invitée. Nathalie aussi. Et nous y sommes allés 2 fois d'ailleurs. Il y a eu une réunion des parlementaires, anciens parlementaires. J'ai été appelé comme expert. Et puis la deuxième fois à ce sommet, j'y suis allé. Et pour découvrir d'abord ce que c'est que la Russie nouvelle. Je connais les États-Unis, je connais l'Europe, je connais les pays asiatiques, mais voir la Russie nouvelle, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, la Russie c'est synonyme du bolchevisme, de l'URSS. Alors que ça c'est parti depuis... Mais il fallait aller s'en convaincre. Et je suis allé découvrir. Pour Mamadou Koulibaly qui aspire devenir président de la République de Côte d'Ivoire, nos partenariats doivent être diversifiés. Et ce n'est pas l'émotion qui va faire la diversification, mais c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui doit guider cette diversification. Qu'est-ce que la Russie offre aujourd'hui en matière de technologie de la santé, de l'éducation, du transport, des technologies satellitaires, en agriculture? Je suis allé découvrir tout ça et j'ai pris bonne note. Et diplomatiquement, j'ai expliqué aux partenaires russes que ce serait bien qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, la même chose que j'ai répété aux partenaires américains et européens, au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce serait bien que l'on respecte une certaine neutralité. Si vous ne pouvez pas vous opposer à la tricherie de Ouattara, n'encouragez pas. C'était le continent africain et la Russie. Oui, mais il y avait le multilatéralisme et puis autour il y avait du bilatéralisme. Chacun plaidait pour sa chapelle. Et moi, ce qui m'intéressait au-delà des avancées techniques, technologiques pour le développement, c'était aussi l'aspect diplomatique. Je n'ai jamais compris, et je comprends pas du tout, qu'au Conseil de sécurité, chaque fois qu'un pays africain francophone a des difficultés, que ce soit la France qui présente toujours le dossier, les résolutions. L'Organisation des Nations Unies. Bon, et j'ai donc plaidé aussi bien auprès des Américains, des Russes, des Anglais, des Chinois, que l'Afrique aimerait bien parler de sa propre voix maintenant. Nous n'avons pas besoin de tuteurs pour parler pour nous. Si on a un problème en Afrique, au lieu de demander à la France ou à quelqu'un d'autre de présenter le problème pour nous, qu'on demande aux Africains eux-mêmes de présenter le problème. Que le chef d'État ou la diplomatie ou l'Union africaine ou la CEDEAO ou l'Union, les organisations régionales aillent exposer le problème. S'il y a des résolutions à prendre, que ce soit l'œuvre des Africains eux-mêmes, mais que les résolutions trollées, balancées, bon. Dans toutes les capitales, la réponse que j'ai reçue, c'est mais ça ne dépend que de vous les Africains. Tant que vous resterez
sous la tutelle d'autres personnes, mais ce sont ces personnes-là qui parleront à votre nom. Maintenant, si l'Afrique commence à devenir mature, si elle veut parler d'elle-même, pourquoi pas? Et à Sochi, le monde entier a entendu Nathalie Yamb. Elle a exprimé de vive voix. Elle a rappelé que 2020 est une année électorale dans plusieurs pays et qu'il fallait que les peuples enfin choisissent leurs dirigeants. Et depuis, nous sommes dans cette bagarre-là. Elle a exprimé le vœu, le rêve, le souhait des peuples africains. Et c'est après avoir écouté beaucoup de gens un peu partout, après avoir écouté les Africains d'Afrique et ceux de la diaspora, après avoir lu ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, que nous sommes arrivés à la conclusion que le statu quo n'est plus supportable. L'Afrique a besoin qu'elle soit considérée comme mature. On n'accuse personne, c'est pour ça qu'elle a bien ciblé les Africains eux-mêmes. C'est vrai que les gens ont retenu les propos tenus à l'endroit de la France et des autres puissances, mais le message, le premier destinataire du message de Sochi de Nathalie Yamb, c'était les peuples africains. Réveillez-vous, assumez-vous, soyons responsables. Le monde ne nous attend pas. Est-ce que tout à l'heure, pendant toute l'émission, vous avez beaucoup parlé du président Ouattara qui fait, selon vous, les choses comme il veut. Alors, est-ce que c'est pas tout ça ne lui est pas autorisé, j'allais dire, par le régime présidentialiste que nous avons dans nos différents pays? Tout n'est pas forcément autorisé parce que Ouattara aime bien fonctionner en dehors de la loi. Mais il peut le faire d'autant plus facilement, sans sanction, que nous sommes dans un régime hyper présidentialiste. Un régime parlementaire ferait l'affaire. Vous y croyez? L'idéal aujourd'hui, M. Aboké, l'éco pour tout le monde, le régime parlementaire pour tout le monde et puis le cadastrage des terres pour les populations africaines. Comment passer du régime présidentialiste au régime parlementaire? Mais il faut simplement, pour les prochaines élections législatives à venir, dire que bon, il n'y a plus de président de la République élu au suffrage universel direct. On fait les législatives, le groupe politique qui a la majorité désigne son patron comme président de la République ou comme premier ministre. C'est juste une modification constitutionnelle et puis on fait les législatives et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, professeur Mamadou Koulibaly. Notre émission aurait pu s'étendre davantage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant la politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais bon, on va s'arrêter là. Bon séjour à Libreville. Et je me bats pour rendre ces élections crédibles et me donner toutes les chances de les gagner. Merci beaucoup aussi à vous d'être resté en notre compagnie. À bientôt pour un autre numéro du Talk de La Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.